Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cassette audio du manoir des geeks sur l'univers des séries animées d'Avatar. Dans cette cassette, je vais vous faire découvrir le monde d'Avatar et son évolution à travers les deux séries d'animation Le Dernier Maître de l'Air et La Légende de Korra, la mythologie derrière la maîtrise des éléments et l'état d'Avatar, les créatures et les esprits qui peuplent ce monde, ainsi que ses différentes adaptations. Mais avant, reprenons les bases. Le monde d'Avatar a été créé par le réalisateur de films d'animation américain Michael Dante DiMartino et le storyboard artiste américain Brian Konietzko. À ce jour, ce monde accueille deux séries animées découpées en livres ou saisons, puis en chapitres ou épisodes. Le Dernier Maître de l'Air est la première série à avoir vu le jour avec 3 saisons et 61 épisodes, suivie de La Légende de Korra qui est la seconde série d'animation avec 4 saisons et 52 épisodes. J'ai découvert l'univers d'Avatar, le Dernier Maître de l'Air, autour de mes 20 ans, alors que je parcourais les DVD du rayon vidéo d'un magasin, avide de faire de nouvelles découvertes. Et pendant que je lisais le résumé au dos, mon esprit s'échappait vers ce monde fantastique. Un nouvel Avatar était apparu. Il allait devoir apprendre à maîtriser les 4 éléments afin de lutter contre la Nation du Feu lancée à la conquête du monde. Un peu perdu par ces grandes lignes du résumé, notamment avec le terme « nouvel avatar », je préférais faire des recherches afin de savoir s'il s'agissait d'une série à part entière ou d'une suite spin-off. Avatar, le Dernier Maître de l'Air, était effectivement une nouvelle série d'animation originale et le DVD que j'avais vu correspondait bien au début de la saga. Le monde d'Avatar, le Dernier Maître de l'Air, se situe dans un univers fictif, inspiré entre autres du folklore chinois. Cette inspiration se retrouve dans les vêtements, les habitations, la culture ou encore les esprits. Ce monde est divisé en 4 peuples correspondant aux 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Parmi ces peuples, il existe des êtres dotés de la capacité de maîtriser leur élément. Ces êtres sont appelés les maîtres de l'eau, les maîtres de la terre, les maîtres du feu et les maîtres de l'air. Malheureusement, les maîtres de l'air ont été massacrés par la Nation du Feu. Pour quelle raison ? Eh bien parce que dans ce monde, parmi les maîtres des différents éléments, s'incarne l'Avatar, seul être capable de maîtriser les 4 éléments. Or, cette incarnation se fait à tour de rôle dans un des 4 peuples. C'est le cycle de l'Avatar. L'Avatar est en charge de l'équilibre du monde, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Le Seigneur du Feu, sachant pertinemment que l'Avatar s'incarnerait parmi les maîtres de l'air, ordonna le génocide des nomades de l'air et la capture de l'enfant Avatar afin qu'il ne puisse être formé et s'opposer à sa conquête du monde. Mais son entreprise fut vaine, car l'Avatar Aang avait disparu. La série débute 100 ans plus tard. Nous suivons Katara, une maître de l'eau qui apprend encore sa maîtrise, et son frère Sokka qui, lui, ne se maîtrise pas du tout. Ils découvrent l'Avatar Aang, le dernier maître de l'air, qui les accompagneront dans sa quête de maîtrise des 3 autres éléments, l'eau, la terre et le feu. Car c'est une fois les 4 éléments maîtrisés qu'il pourra atteindre un parfait état d'Avatar, vaincre le Seigneur du Feu et rétablir la paix et l'harmonie. L'état d'Avatar est un état dans lequel l'Avatar fusionne avec toutes ses anciennes incarnations pour augmenter sa puissance spirituelle et sa maîtrise des éléments, le rendant ainsi d'une puissance proche de celle d'un dieu. Si l'Avatar est tué dans cet état, le cycle est brisé et l'Avatar ne se réincarnera plus jamais. La série fut un véritable carton partout dans le monde. Au-delà de la qualité visuelle indéniable du design et de l'animation, de l'excellente musique qui accompagne ces aventures, c'est au niveau de l'écriture et de l'évolution des personnages que la série se démarque. L'écriture est soignée, soulève pas mal de questions existentielles et fait réfléchir le spectateur. Les personnages, eux, changent physiquement et psychologiquement au fur et à mesure des épisodes et des saisons, en apprenant de leurs erreurs et en se perfectionnant. On découvre la face sombre et la détresse de certains d'entre eux, et quelques twists scénaristiques bien amenés nous prennent au dépourvu. Même si les personnages principaux sont jeunes, les thèmes abordés, eux, le sont moins. La série parle entre autres de l'obéissance, du devoir, des responsabilités, du handicap, du respect, de l'amour et des rêves. Les combats des maîtres sont magnifiques à voir, avec des mouvements chorégraphiés se différenciant pour chaque maîtrise des éléments. La maîtrise de l'eau est inspirée du tai chi, qui demande souplesse et dynamisme. Celle de la terre calque le kung fu Hung Gar, qui demande des postures basses et stables pour des attaques puissantes des membres supérieurs. La maîtrise du feu pioche dans le kung fu de Shaolin, avec une posture large, des mouvements amples et aucun temps mort. Tandis que celle de l'air copie le Baguazhang avec de la décontraction et de la fluidité. On a vraiment envie de reproduire les mouvements pour essayer de maîtriser les éléments. L'univers du Dernier Maître de l'Air a une histoire, un passé qui influe sur le présent des personnages et leur monde.
Dans cet univers, il existe des esprits, souvent sous forme d'animaux ou de créatures, qui parcourent et impactent ce monde. Pour les grands esprits, on a par exemple des poissons comme esprit de la lune et de l'océan, une chouette comme esprit de la connaissance, ou encore un renard comme esprit chercheur. Pour des esprits plus mineurs, on retrouve parfois des formes quasi humaines, et pour des esprits corrompus ou en colère, des formes beaucoup plus abstraites. L'avatar est censé faire le lien entre les hommes et les esprits afin que règne l'harmonie. Il existe également des créatures propres à l'univers d'Avatar, qui sont parfois la fusion de deux animaux. On retrouve par exemple des taupes blaireaux, des canes tortues ou des ours ornithorynques, mais également des bisons volants, des lémurs ou des dragons. Aang possède un bison volant du nom d'Appa et un lémur du nom de Momo. Pour chaque nation, il existe un animal à l'origine de la maîtrise de leur élément. Pour la nation de l'air, il s'agit des bisons volants. Le livre 1, L'eau, se focalise sur la maîtrise de l'eau de Aang, sur le fait qu'il tente d'échapper à la nation du feu, qui le poursuit pour le capturer et le livrer au seigneur du feu Ozai. Aang voyagera entre les tribus de l'eau, la capitale du royaume de la terre et les anciens temples des maîtres de l'air. Dans le livre 2, La Terre, on suit Aang à la recherche d'un maître pour lui enseigner la maîtrise de la terre. Il parcourt avec ses amis un royaume de la terre occupé par la nation du feu. On verra les personnages atteindre Ba Sing Se, la capitale du royaume, encore inoccupée, et qui résiste à la nation du feu. Quant au livre 3, Le Feu, il se concentre sur la maîtrise du feu par Aang et son état d'avatar, souvent en plein territoire ennemi de la nation du feu. On en apprend beaucoup plus sur la mythologie de la maîtrise des éléments et également sur les origines de la guerre et les anciens avatars. La série développe également les personnages ne maîtrisant pas les éléments. Ainsi, on a parfois des histoires touchantes de simples humains qui essayent tant bien que mal de vivre dans ce monde qui les dépasse. Certains personnages qui ne maîtrisent pas les éléments s'avèrent même être capables de rivaliser avec les maîtres, comme les bloqueurs de ki, qui paralysent le corps de leurs victimes afin de les empêcher de réaliser les mouvements de leur maîtrise et ainsi utiliser les éléments. J'ai trouvé cette série incroyable. Chaque saison fait avancer l'histoire et développe un peu plus cet univers. On a plaisir à voir les personnages évoluer et se transformer petit à petit. On passe par toutes les émotions. Les combats sont d'un rare dynamisme et leurs enjeux souvent élevés. Le final, en 3 épisodes, est grandiose à la hauteur de son attente. 4 ans après la fin du Dernier Maître de l'Air, sort une bande-annonce promouvant la sortie d'une nouvelle série d'animation avec un nouvel avatar. Une maître de l'eau nommée Korra. Il y a beaucoup d'action, mais le ton y est parfois lourd. On y voit l'avatar, en pleine introspection, luttant avec ses démons et ses craintes intérieures. Elle est plus âgée que Aang, on a une avatar adolescente, contrairement à Aang qui était un enfant. Le monde d'Avatar évolue avec ce nouveau personnage en s'adressant à un public plus adulte, les fans de la première série ayant grandi. Les nouveaux thèmes abordés, eux aussi, grandissent en parlant de tolérance, d'ouverture d'esprit, de persévérance, de réhabilitation, de handicap et de la découverte de soi. La série est beaucoup moins manichéenne. Elle détaille plus le parti pris et les valeurs des antagonistes, offrant une véritable réflexion plus complexe et une résolution moins tranchée. À chaque saison, Korra s'enrichit de la vision de ses adversaires pour évoluer et se transformer en une meilleure avatar. Cette nouvelle série se déroule dans le même monde que le Dernier Maître de l'Air, mais environ 70 ans plus tard. Le monde est devenu une république avec son lot d'avantages et d'inconvénients. Il a eu le droit à une révolution industrielle et on y trouve des véhicules comme des voitures, des dirigeables ou encore des mechas. Comme dans le Dernier Maître de l'Air, on a le droit aux mascottes habituelles qui suivent nos héros. Ainsi, on a Nala, la chienne ours polaire de Korra, et Pabu, un furet de feu qui deviendra la mascotte de leur équipe de la Ligue des Maîtres. Ligue des Maîtres qui est un sport national dans lequel 2 équipes de 3 concurrents, un maître de l'eau, un maître du feu et un maître de la terre, s'affrontent sur une plateforme en hauteur. Le jeu consiste à faire reculer le plus possible les 3 concurrents adverses derrière des lignes au sol afin de gagner du terrain et marquer des points. Le but ultime étant d'expulser les maîtres adverses de l'arène afin d'handicaper l'équipe adverse et potentiellement gagner le match par KO. Les maîtres se battent à coups d'attaque élémentaire, sous la supervision d'un arbitre. Le positionnement et les contres avec des éléments opposés sont la clé de la victoire. Dans la première saison, l'air, Korra affronte Amon et les égalitaristes qui se sentent persécutés par les maîtres. Afin de pouvoir résister aux maîtres, les égalitaristes ont développé des armes technologiques basées sur les inventions d'ingénieurs. Amon, qui dirige ce groupe contestataire, a la capacité de supprimer définitivement la maîtrise des éléments des individus. Il se lance alors dans une croisade pour déposséder les gens de leur pouvoir, incluant l'Avatar. Avatar qui essaye tant bien que mal de maîtriser l'air, ultime élément qu'elle ne contrôle pas, ainsi que l'état d'Avatar afin de pouvoir faire face à Amon.
Prévue à la base pour ne durer qu'une seule saison de 12 épisodes, La Légende de Korra remporta un tel succès qu'une deuxième saison de 14 épisodes fut vite mise en chantier. Visuellement en dessous de toutes les autres saisons des deux séries Avatar, la saison 2, Les Esprits, accuse le coup sur le design et l'animation des personnages. Ils sont moins travaillés, simplifiés quand ils ne sont pas au premier plan et les parties ombragées disparaissent en quasi-totalité. Cette deuxième saison se concentre sur les esprits et le monde spirituel. Korra retrouve son oncle auprès de qui elle cherche conseil afin de mieux comprendre et maîtriser l'aspect spirituel de son rôle d'avatar. Le final de la saison 2 est cataclysmique et entraînera de lourdes conséquences dans les saisons suivantes. La saison 3, Le Changement, corrigera un peu les défauts visuels de la précédente saison avec une amélioration notable et proposera une intrigue basée sur le Lotus Rouge, une organisation criminelle qui a pour but d'assassiner l'Avatar, responsable selon eux de toutes les guerres et conflits dans le monde. Korra verra sa position d'Avatar fragilisée, entre celles et ceux qui veulent la protéger et la tenir éloignée du Lotus Rouge, et elle qui veut les affronter et les mettre hors d'état de nuire, des tensions grandiront entre les personnages et feront éclater les relations. Quant à la dernière saison, la saison 4, L'équilibre, elle voit l'unification des royaumes sous la coupe d'un nouveau chef militaire, dont le but à la base noble de rassembler le monde morcelé vers un royaume de paix se retrouve petit à petit transformé en une dictature. Korra tentera d'empêcher la naissance d'un nouvel empire dictatorial, tout en conciliant les points de vue différents de ses amis. On suivra aussi l'introspection de certains personnages quant à leur devenir. Les deux séries animées font la part belle aux sciences et aux inventions. On y voit comment elles révolutionnent la vie des habitants de ce monde, mais également comment elles sont perverties afin d'être transformées en armes et outils de conquête. La grosse différence entre ces deux séries est le rythme de leur saison. Si dans le dernier maître de l'air, la tension, les enjeux et l'action montaient petit à petit jusqu'à atteindre son paroxysme lors du triple épisode final, ce n'est pas du tout le cas avec la légende de Korra. Le final de la saison 2 aurait pu faire office de grand final à la série, mais cela aurait été se priver de thèmes trop peu explorés de nos jours, à savoir l'après. Que se passe-t-il après les grandes batailles épiques ? La partie qui va suivre contient de nombreux spoilers. Je vous conseille donc, si vous ne connaissez pas la série et que vous voulez la voir, de vous rendre à ce timecode. La terre, le feu, l'air, l'eau. Dans le final de la saison 2, Korra ouvre les portes du monde spirituel, permettant ainsi aux esprits de pouvoir se balader librement dans le monde matériel, et le cycle de l'Avatar est rompu. Korra ne peut plus communiquer avec ses anciennes incarnations afin d'obtenir de l'aide ou des conseils. La saison suivante abordera le thème des conséquences des choix que nous faisons. Pour Korra, quelles seront les conséquences de l'ouverture du monde spirituel sur le monde matériel ? Et comment va-t-elle pouvoir être un avatar accompli sans la sagesse, la connaissance et les conseils de ses anciennes incarnations ? Dans le final de la saison 3, Zahir et le Lotus Rouge empoisonnent Korra afin de la tuer en état d'avatar pour rompre le nouveau cycle de l'avatar et empêcher ainsi sa réincarnation. Elle est sauvée de justesse, mais restera paralysée dans un fauteuil roulant à la toute fin de l'épisode. Et c'est les larmes aux yeux, impuissante, psychologiquement et physiquement détruite, qu'elle finira cette saison. La saison 4 abordera les thèmes du handicap, de la reconstruction individuelle, aussi bien physique que psychologique, après une guerre ou des traumatismes. Un véritable plongeon dans la psyché des personnages, et notamment dans l'esprit brisé de Korra. Et c'est ce qui m'a le plus plu dans la légende de Korra. On ne s'arrête pas, comme avec Aang, à la bataille finale épique, et on a 2 minutes pour conclure les relations entre les personnages et le « que faisons-nous après ?» On a ces thèmes de l'après développés à travers 2 saisons entières. Je me rappelle à quel point j'étais dévasté lors du visionnage du final de la saison 3, et la longue attente avant la saison 4 pour découvrir la lente reconstruction de Korra. Cette deuxième série fut également un véritable succès, bien que certains fans du dernier maître de l'air n'aient pas poursuivi le visionnage au-delà de la saison 2, ou aient été déçus des rythmes des saisons 3 et 4. Au passage, il est à noter que le doublage VF des saisons 2, 3 et 4 de la série a failli ne jamais voir le jour. Nickelodeon a très peu soutenu la légende de Korra. La chaîne ne croyait pas au potentiel de la série. Et entre des changements répétés des horaires de diffusion et un abandon du doublage VF, c'est devant la mobilisation des fans et le lancement d'un projet de financement participatif pour doubler le reste de la série que la chaîne corrigera le tir. Elle proposera un doublage VF avec le retour des comédiens de doublage originaux. D'ailleurs, j'ai toujours cru que le doublage VF de la saison 2, 3 et 4 était le fruit du succès du financement participatif, avec le casting original pour le doublage, enregistré dans un studio loué pour l'occasion.
Je me rappelle l'explosion de joie que j'avais ressentie lorsque j'avais reconnu les voix des comédiens de doublage originaux au début de la saison 2. Un pur bonheur de les retrouver, et plus particulièrement Lutèce Ragno, dont la voix tellement emblématique correspondait à merveille au personnage de Korra. C'est pour notre plus grand plaisir qu'ils doubleront leur personnage jusqu'à la fin de la série. Fin de la série qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre avec sa scène finale. Pourtant, mise en place petit à petit via des indices et des sous-entendus tout le long de la saison, cette scène a déclenché pas mal de réactions véhémentes. Abordant pourtant un thème fort, propre à la série, la tolérance. Une partie de son public, lui, n'a pas su le lui rendre. Les 2 séries Avatar ont marqué les séries d'animation de par leur qualité, leur richesse et leur écriture. Mais le succès était tel que l'univers d'Avatar ne s'arrêta pas là. Il s'est étendu grâce à des comics. Scénarisés par les créateurs de la série eux-mêmes, Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, ils se divisent en 2 séries. Une qui fait suite à l'animé du Dernier Maître de l'Air, et l'autre qui fait suite à la légende de Korra. La série de comics du Dernier Maître de l'Air se compose de 6 intégrales, chaque intégrale racontant une histoire complète. On retrouve la patte graphique de l'animé et on reprend les personnages là où on les avait laissés à la fin de la série d'animation, facilitant ainsi l'adhésion à cette suite officielle en comics. Ces comics se racontent la reconstruction du monde, son chemin vers la paix, les relations entre les personnages à travers ces changements, et traitent également d'un pan de l'histoire non conclu dans la série d'animation, à savoir l'histoire de la mère de Zuko. Le dernier comics du Dernier Maître de l'Air est une parfaite transition vers la série animée de la légende de Korra. Les comics de la légende de Korra sont au nombre de 2 et commencent exactement où la série s'arrête. C'est une suite directe de la dernière scène de l'animé. Leur structure est identique à celle d'Avatar. On a une histoire complète par intégrale. Le premier tome se focalise sur le retour de l'Avatar à Republic City, alors que la ville est en proie au désordre. Le second tome, lui, se concentre sur la transition difficile de la monarchie du royaume de la Terre vers un nouveau système démocratique. Niveau jeux vidéo, le Dernier Maître de l'Air a eu le droit à 4 jeux. Le premier jeu, Avatar le Dernier Maître de l'Air, est un action RPG avec quelques côtés hack and slash en cel shading, sorti en 2006 sur PS2, PSP, Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, GameCube, Xbox et PC. Il propose un scénario original qui se situe entre la saison 1 et la saison 2 et bénéficie des comédiens de doublage de la série. On peut switcher entre différents personnages qui ont chacun leur propre capacité. Le jeu se veut chill, il n'est pas incroyable niveau gameplay mais reste un bon jeu agréable à parcourir. Le jeu suivant, Avatar le Dernier Maître de l'Air, le Royaume de la Terre en Feu, est l'adaptation du livre 2 La Terre. Ce deuxième jeu, sorti en 2007, sur PS2, Wii, Game Boy Advance et Nintendo DS, suit la saison 2 de la série animée pour devenir un jeu d'action-aventure avec un côté hack and slash, sans l'aspect RPG du premier jeu. Contrairement au premier, on peut le parcourir à 2 joueurs. Il y a quelques énigmes basées sur les capacités des personnages, mais rien de bien compliqué. Encore une fois, le jeu se parcourt bien, même si les animations des cutscenes laissent clairement à désirer. Le troisième jeu, Avatar le Dernier Maître de l'Air Into the Inferno, sorti sur PS2, Wii et Nintendo DS, adapte le 3e livre, Le Feu, et n'a jamais eu de version française. Sorti en 2008, c'est la suite du précédent titre. Il s'agit toujours d'un action-aventure parcourable à 2 joueurs. Le côté maîtrise des éléments a été plus travaillé car on dirige à l'aide des joysticks ou d'une Wiimote les attaques élémentaires que l'on produit. Encore une fois, rien d'incroyable, mais le jeu reste agréable en main et prolonge le plaisir de la série en participant aux événements marquants de sa 3e et dernière saison. Il existe un 4e jeu, sorti en 2023, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il reprend l'intégralité de la série avec des graphismes plus élaborés, des énigmes environnementales et la possibilité d'incarner de nombreux personnages, mais également de faire le jeu en coopération. Malheureusement, le jeu n'est pas très bon. La faute à une coop mal réalisée, des choix de passage adaptés pas toujours judicieux par rapport aux événements clés de la série, et des énigmes cassant le rythme et l'immersion. Pour la légende de Korra, nous n'avons le droit qu'à un seul jeu, Avatar la légende de Korra, sorti en 2014 sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, 3DS et PC. Le jeu est un beat'em all qui propose une histoire inédite se déroulant entre les saisons 2 et 3. Le jeu est très bon, on ressent un véritable plaisir de contrôler l'avatar et ses pouvoirs élémentaires. Les sensations sont grisantes et sa puissance est jouissive. Dommage qu'il soit si court. Le jeu est uniquement disponible en dématérialisé à petit prix sur les différents stores des consoles. Visuellement magnifique, il reprend le visuel de la série animée. On a également la possibilité de participer à la Ligue des Maîtres, un véritable plus.
Côté jeu de société, on retrouve un jeu lancé via un financement participatif de la légende de Korra sur la Ligue des Maîtres, créé par IDW Games. On retrouve les équipes de la Ligue des Maîtres avec des figurines et des cartes qui permettent à 2 joueurs de s'affronter dans le sport national de l'ère de l'avatar Korra. Une extension a vu le jour dans laquelle une équipe Amon et égalitariste a été créée avec des mécaniques particulières. Le jeu est très bon, on retrouve les sensations et l'excitation des matchs de la Ligue des Maîtres sur notre table de jeu. Pas de version française pour le jeu, mais à part les règles et les pouvoirs spéciaux des équipes, on ne retrouve pas de texte sur les cartes. Tout fonctionne à l'aide de symboles. Le jeu reste donc plutôt accessible malgré une traduction française absente. Un jeu de rôle créé par MacP Games a également vu le jour via un financement participatif, Avatar Legends. On peut participer à des parties de JDR dans plusieurs époques liées à différents avatars, même si les extensions se focalisent davantage sur les époques de l'avatar Aang et de l'avatar Korra. Il existe une version française également lancée via un financement participatif géré par Arcane Asylum Publishing. Les livres sont censés arriver en 2024 chez les contributeurs et un peu plus tard dans les magasins. Côté cinéma, Avatar le dernier maître de l'air a été adapté en film en 2010. Réalisé par M. Night Shyamalan, le film retrace l'histoire du livre 1, L'eau. Si visuellement il s'en sort bien, c'est au niveau des choix d'adaptation et de certains designs et acteurs castés que cela coince. La Nation du Feu est ratée. Entre le Seigneur du Feu qui n'a aucun charisme, les coupes de cheveux caractéristiques absentes, ou encore le fait que les maîtres du feu ne peuvent pas générer eux-mêmes de flammes à l'aide de leur ki et doivent se balader avec des lanternes allumées, il n'y a pas grand-chose à sauver de cette nation. Le film n'a pas le punch et l'humour de la série animée. Certaines scènes de combat manquent de dynamisme et parfois les effets visuels desservent la narration. Le film a une très mauvaise critique auprès des fans de la série animée, et je trouve personnellement qu'il ne mérite pas autant de bashing. Oui, des choses ne vont pas, et surtout niveau adaptation, mais ce n'est pas non plus l'étron qu'on veut nous faire croire. Je vous assure que niveau adaptation, il y a bien pire, et on aura l'occasion d'en reparler bientôt dans une prochaine cassette audio. Netflix s'apprête en février 2024 à sortir une série télé dont la première saison de 8 épisodes adapte le livre 1. Et si sur le papier tout se passait bien au début, les 2 créateurs du monde d'Avatar ont quitté le projet pour, se dit-il, divergence créative, ce qui n'augure en général rien de bon. Malgré cela, les différentes photos et bandes annonces sorties rassurent. Elles montrent un univers fidèlement dépeint. Petit plus pour brosser le fan dans le sens du poil, le thème principal de l'animé est repris, et certains des comédiens de doublage de l'animé reviennent pour leurs personnages. Le budget de cette saison 1 est équivalent au budget de la dernière saison de Game of Thrones. Les décors et les effets visuels sont d'une beauté sans précédent. On croit véritablement à l'existence de ce monde, en tout cas pour le moment avec ces bandes annonces. Côté animation, les créateurs de l'univers d'Avatar plancheraient sur plusieurs films pour étendre leur univers et développer certains personnages, mais aucune annonce officielle précise n'a été faite pour le moment. Personnellement, je préférerais une nouvelle série avec un nouvel avatar, et pourquoi pas cette fois-ci un avatar adulte, voire âgé dans le rôle principal. Nous arrivons au bout de la bande, merci d'avoir écouté cette cassette audio. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir Avatar, son univers inspirant et les excellentes aventures de Aang et de Korra. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Manoir des Geeks pour une nouvelle cassette audio.